Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Quand on s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte et qu'on est le neveu de l'homme qui a bousculé l'Europe pendant 15 ans, c'est assez difficile d'envisager de passer sa vie dans un fauteuil, vous voyez. Louis-Napoléon Bonaparte n'avait pas besoin de se faire un nom, il était déjà connu. À 27 ans, d'ailleurs, il écrit à un ami « Je sais que je suis beaucoup par mon nom, rien encore par moi-même ». C'est exactement toute la problématique de cette jeunesse difficile pour lui. Louis-Napoléon est le fils donc d'Hortense de Beauharnais, bien sûr, la fille de Joséphine. Il est le fils de Louis Bonaparte, donc le frère de l'empereur. C'est comme ça qu'il est le neveu de Napoléon Ier. Alors, pour tout vous dire, la filiation en question a été mise en question. Est-ce que Louis-Napoléon est vraiment le fils de son père ? Je ne trancherai pas la question ce matin. Il est né en tout cas en 1808. Il a donc connu l'abdication de son oncle, l'exil des Bonaparte entre la Suisse alémanique et Rome. Il a vécu dans le culte napoléonien et plus sa conscience politique s'éveille, plus il est déçu de voir combien sa famille n'a pas l'air de se plaindre de sa situation. Elle se complaît plutôt dans l'exil. Avec son frère aîné, qui lui s'appelle Napoléon Louis, il va prendre fait et cause pour la cause italienne. Il est auprès des Carbonari, dans plusieurs soulèvements à Rome. Ce sont toujours des échecs au cours desquels les deux frères manquent de perdre la vie. Ils ont besoin d'un idéal, d'une cause dans laquelle ils ont l'intention de placer leur espérance, leur jeunesse. En 1831, son grand frère, vient à mourir. C'est un coup terrible. Et l'année suivante, c'est le fils de Napoléon, c'est l'Aiglon qui décède. Et Louis-Napoléon, à ce moment-là, se voit lui-même comme une sorte de, sinon de recours, il est en tout cas l'espoir des bonapartistes. Il y a maintenant un poids sur ses épaules. Il voudrait rétablir cette toute jeune dynastie des Bonaparte. Et il voudrait en tout cas rompre avec le côté, avec l'atonie de ses oncles. En France, celui qui règne en 1831, bien sûr, c'est le roi Louis-Philippe, souverain constitutionnel, Louis-Philippe Ier, roi des Français. Louis-Napoléon a vu la révolution des Trois Glorieuses d'un bon œil. Il espérait que le nouveau roi des Français permettrait aux exilés de rentrer, ce qui avait été permis, excepté aux Bourbons et aux Bonaparte, c'est-à-dire aux familles qui jusqu'alors avaient régné sur la France. Et il rêve de gloire, le jeune Louis-Napoléon. Il écrit « Aristocrate par naissance, démocrate par nature et par opinion, devant tout à l'hérédité et réclamant tout de l'élection, fêté par les uns pour mon nom et par les autres pour mon titre, taxé d'ambition personnelle dès que je fais un pas hors de ma sphère coutumière, taxé d'apathie et d'indifférence si je reste tranquille dans mon coin, enfin, inspirant les mêmes craintes à cause de l'influence de mon nom et aux libéraux et aux absolutistes, je n'ai d'amis politiques que parmi ceux qui, habitués au jeu de la fortune, pensent que parmi les chances possibles de l'avenir, je peux devenir un en-cas utile. » L'expression est terrible, Il ajoute « C'est parce que je connais toutes les difficultés qui s'opposeraient à mes premiers pas dans une carrière quelconque que j'ai pris pour principe de ne suivre que les inspirations de mon cœur, de ma raison, de ma conscience, de ne me laisser arrêter par aucune considération d'intérêt secondaire quand je crois agir utilement dans un but d'intérêt général, enfin de marcher toujours dans une ligne droite, quelques difficultés que je rencontre en route, m'efforçant ainsi de m'élever assez haut pour qu'un des rayons mouvants du soleil de Sainte-Hélène puisse encore m'éclairer. » Il y a presque du style dans cette phrase. « Pour qu'un des rayons mouvants du soleil de Sainte-Hélène puisse encore m'éclairer. » Écoutez son cœur. Voilà ce que veut faire Louis-Napoléon et son cœur lui dicte de monter, de remonter de force s'il le faut sur le trône impérial. Franck Ferrand,
sur Radio Classique. Alors, il vit en Suisse, je vous l'ai dit, auprès de sa mère Hortense, après l'ancienne reine de Hollande. Après les soulèvements manqués à Rome, il lui a interdit de poser le pied, évidemment, dans la ville éternelle, où il est devenu absolument proscrit. Et donc, il occupe son temps, comme capitaine d'artillerie honoraire de l'armée suisse. En 1936, il a 28 ans maintenant. Il suit de près la situation politique en France et, sans se concerter avec les autres membres de la famille, il prépare un soulèvement qui doit se produire dans quelques semaines. Alors pourquoi est-ce qu'on est en 1836 ? Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est Éric Anceau qui nous l'explique dans sa célèbre et magnifique biographie de Napoléon III. Je cite Éric Anceau. 1836 semblait une année propice puisqu'elle voyait l'inauguration de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, l'organisation des expositions de Vernet, la parution du Napoléon de Quinet et la confession d'un enfant du siècle de Musset. Le culte de Napoléon se développait d'ailleurs dans les couches populaires avec la diffusion de bustes, de tabatières, d'images d'Épinal, des dessins de Raffet et de Charlet et des chansons de Béranger. Louis-Napoléon lui-même envisageait de publier une édition populaire du Mémorial abrégé pour un lectorat de masse. Il savait également que l'armée comptait dans ses rangs de nombreux vétérans des guerres napoléoniennes, des nostalgiques de l'Empire et des républicains. Voici donc le plan. Après avoir approché un certain nombre de membres de l'état-major de Strasbourg, Louis-Napoléon se présente aux soldats, les harangue et ensemble, ils marchent sur Paris pour renverser le gouvernement, comme Napoléon lui-même l'avait fait au moment des 100 jours. Rappelez-vous quand il avait débarqué à Golfe-Juan en provenance de l'île d'Elbe. Louis-Napoléon a un conseiller dans cette affaire, c'est Persigny, le fidèle Persigny dont on ne parle pas assez. C'est lui le cerveau de l'affaire, c'est celui qui va organiser les préparatifs du coup d'État qui est en train de s'annoncer. Et le 25 octobre 1936, Louis-Napoléon dit à sa mère qu'il va s'absenter quelques jours pour aller chasser. Hortense se doute quand même de quelque chose et pour porter chance à son fils, elle lui confie tout de même l'anneau du mariage de Napoléon et de Joséphine. Vous voyez qu'il y a quand même une conscience chez la mère de quelque chose qui se prépare. Et il arrive avec son faux passeport alsacien, Louis-Napoléon. Il se rend donc à Strasbourg. On est au soir du 29 octobre. Tout va se jouer le lendemain. Et il dit aux quelques fidèles qui sont là, qui croient en lui, « On est fort quand on peut se dire « Demain, je serai un héros ou je serai mort ». On est bien à plaindre lorsque les circonstances ont été telles qu'on n'a pu être ni l'un ni l'autre. Vous écoutez Radio Classique. Au matin du dimanche 30 octobre 1836, je dis au matin, il est 6h du matin, Louis-Napoléon est en train de revêtir son uniforme de colonel d'artillerie. Il se présente devant le régiment dont justement le chef, dont le colonel est favorable au coup d'État. Et celui-ci déclare à ses hommes « Soldats, une grande révolution s'accomplit en ce moment. Vous voyez ici le neveu de l'empereur Napoléon. Il vient pour reconquérir les droits du peuple. Soldats, le neveu de l'empereur Napoléon peut-il compter sur vous ?» Et à ce moment-là, c'est Louis-Napoléon lui-même qui prend la parole. « Soldats, voyez cet aigle, dit-il. » Cet aigle-là, entre parenthèses, c'est au féminin, c'est l'aigle héraldique dont on parle. C'est l'aigle d'Austerlitz, c'est l'emblème de la grande nation et de la grande armée. Soldats, puis-je compter sur vous? La liberté et la gloire vous appellent. Et évidemment, pour faire bonne mesure, on promet de l'argent et des décorations à tous ces soldats qui crient « Vive l'empereur !» Et ça y est, le régiment est rallié à la cause. Régiment qui va défiler dans Strasbourg. La population qui s'est réveillée au bruit du tambour a l'air plutôt favorable au projet, c'est donc un succès. En parallèle, on envoie des hommes défendre la cause dans d'autres régiments. Alors là, ça se passe moins bien. Le préfet, notamment, va pas du tout se rallier. Le commandant des garnisons de Strasbourg ne se rallie pas non plus, alors que Persigny et Louis-Napoléon pensaient que ces deux hommes-là étaient favorables et qu'ils allaient se rallier. Le commandant arrive à s'échapper. Il se rend auprès des autres régiments. Il reprend le contrôle de la situation. Et ça y est, Louis-Napoléon est arrêté et tous les conspirateurs avec lui, tout le monde est emprisonné. Vous imaginez l'ennui du roi Louis-Philippe, j'allais dire au petit déjeuner. Que faire maintenant ? Que faire de ce jeune conjuré de 28 ans ? Si on le juge, on va lui offrir une tribune. Si on le condamne, on va en faire un martyr.
Quelques jours plus tard, d'ailleurs, c'est sa mère, la reine Hortense, qui se présente aux Tuileries. Elle vient plaider la clémence du roi des Français pour son fils, qui est si jeune, il n'a pas su ce qu'il faisait. Elle dit qu'il faut l'exiler de l'autre côté de l'Atlantique, que les grands espaces lui feront du bien. Et Louis-Philippe est bon prince, si je puis dire, il accepte. Alors on va conduire le jeune Trublion à Lorient et après 2 semaines de cellule dans la citadelle de Port-Louis, on l'embarque sur l'Andromède, direction les États-Unis. La famille Bonaparte, à ce moment-là, renie complètement ce mauvais fils, si l'on peut dire. Joseph, Lucien, Louis lui-même considère qu'il est décrédibilisé, sans compter qu'il n'a pas respecté le rang dynastique, que jamais le trône n'aurait dû lui revenir, évidemment, si la dynastie des Bonaparte avait dû régner de nouveau en France. Bon, bref, on lui retire même sa pension, et désormais, le jeune homme est livré à lui-même de l'autre côté de l'Atlantique. Il se rend à New York par le chemin de fer. Il y arrive le 3 avril 1836. Il n'y avait pas beaucoup de chemin de fer à l'époque. C'était très révolutionnaire comme moyen de déplacement. Il retrouve à New York un certain nombre des conjurés de Strasbourg qui l'ont rejoint. Mais évidemment, vous imaginez bien que dans cette société américaine avide de tout ce qui arrive d'Europe, quand on s'appelle Bonaparte, on est une curiosité. Louis-Napoléon est reçu par le maire de New York, il va dîner chez les grandes familles new-yorkaises. Il n'est pas très favorable aux Américains d'ailleurs. Notre nature est d'un être moral et d'un être matériel. Il n'y a ici que le second connu. Gagner de l'argent, voilà leur seul mobile, dit-il à propos des Américains. Je cite de nouveau Éric Anceau. En attendant ce retour, le prince projetait un grand voyage à travers les États de l'Union lorsque lui parvint la nouvelle de la maladie de sa mère. Hortense souffrait d'un cancer de l'utérus en phase très avancée. Le 2 avril 1837, elle fit son testament et rédigea le lendemain une épître émouvante pour son fils où elle l'informait de l'opération nécessaire qu'elle devait subir, ce qui lui faisait craindre de ne plus le retrouver que dans un monde meilleur où il viendrait la rejoindre le plus tard possible. Ce fut le 3 juin suivant que Louis-Napoléon reçut cette lettre qu'il conserva toute sa vie dans son portefeuille. Apprenant qu'on ne l'opérait plus, Hortense avait envoyé une missive plus rassurante à son fils le 11 avril, mais la dame d'honneur avait ajouté 2 mots au dos de l'enveloppe qui ne laissait pas de doute sur la gravité du mal, nous dit Éric Anceau. Les mots de la dame d'honneur, c'était « Revenez, revenez ». Louis-Napoléon avait désormais un excellent prétexte pour rentrer immédiatement en Europe. Embarqué le 12 juin, il arriva le 9 juillet à Liverpool et il se rend en Suisse pour retrouver sa mère. Il va rester longtemps près d'elle. Hortense de Beauharnais mourra dans ses bras 2 mois plus tard, le 5 octobre 1837. Louis-Napoléon hérite à ce moment-là une très grande fortune, il faut dire. Ça va changer un peu les choses, ça. Il a bien l'intention de rester en Suisse. Seulement, le gouvernement français fait pression pour que la Suisse l'expulse. La diète helvétique refuse. Seulement, la France va masser 25 000 soldats à la frontière et Louis-Napoléon décide, pour calmer le jeu, de se rendre de lui-même en Angleterre. Il n'a pas l'intention de devenir l'origine d'un conflit diplomatique. À Londres, il va retrouver sa place dans la haute société, ces grandes fêtes, grands trains tous les soirs, les années passent comme ça. Persigny est là de nouveau à ses côtés, ils n'ont pas perdu leur volonté de prendre le pouvoir en France. Louis-Philippe, de son côté, de plus en plus critiqué pour ses atermoiements. Et au début de l'année 1840, il y a un événement qui fait penser à Louis-Napoléon que son heure est arrivée. C'est le retour des cendres, bien entendu, le retour des cendres de Napoléon en France. Les bonapartistes sont mobilisés, la mémoire de l'ancien empereur est plus vive que jamais et Louis-Napoléon voit là une opportunité. Mon oncle était César, dit-il, eh bien, je serai Auguste. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, la fois précédente, c'était Strasbourg. Cette fois, c'est à Boulogne que doit se dérouler le coup d'État du jeune Louis-Napoléon. Enfin, il est de moins en moins jeune, forcément. Et c'est le même plan, se rendre dans un régiment, le haranguer, se diriger vers Paris. Bref, bien sûr que Persigny est là, ainsi que le général de Montholon, vous savez, celui qui avait partagé l'exil de l'oncle à Sainte-Hélène, bien sûr. Je cite encore Éric Anceau. Dans les jours qui précédèrent le coup de force, des agents bonapartistes inondèrent les ateliers et les cafés du nord de la France de tracts et de brochures hostiles au gouvernement. Mais celui-ci fut informé de la préparation du complot. Il avait effectivement un indicateur parmi les conjurés, dont encore aujourd'hui nous ignorons l'identité. De fortes présomptions pesèrent sur Montholon, que d'aucuns accusaient aussi d'avoir empoisonné Napoléon à Sainte-Hélène.
On a envie de dire décidément. Mais Louis-Napoléon garda secret jusqu'au dernier moment le lieu et le jour qu'il avait choisi. Aussi, l'informateur ne put-il fournir au gouvernement que de vagues renseignements sur la région et la période du passage à l'acte. Les conjurés se sont rassemblés sur le navire le 4 août 1840. Et à ce moment-là, Louis-Napoléon leur livre la clé, leur déclare quelle va être la destination. Et en chemin, il y a un des conjurés qui a aperçu un aigle en cage à vendre. Et on décide d'attacher cet aigle au mât du vaisseau. C'est tout un symbole, n'est-ce pas, le 6 août. La troupe débarque à Wimereux, on est à 4 km au nord de Boulogne. Ils se dirigent tous vers le 40e régiment d'infanterie, dont le commandant est parfaitement au courant, il est de Mèche. Louis-Napoléon fait sa déclaration, ça emporte un certain nombre de soldats, mais il y a quand même peu d'hommes qui le suivent, disons les choses, et à l'extérieur du régiment se rassemblent des soldats qui, eux, sont hostiles à ce complot. Et dans la confusion, ça y est, il y a des coups de feu qui sont tirés. Et très rapidement, les conjurés comprennent qu'ils ne vont pas pouvoir renverser la situation. Ils n'ont plus qu'une solution maintenant, c'est fuir, c'est vraiment le sauf qui peut. Franck Ferrand sur Radio Classique. Échec total. On voit des conjurés qui s'enfuient sur la plage. À 8h30 du matin, le sous-préfet de Boulogne-sur-Mer adresse au ministre de l'Intérieur une dépêche télégraphique. Louis Bonaparte vient de faire une tentative sur Boulogne. Il est poursuivi et déjà plusieurs des siens sont arrêtés. Et au même moment, Louis-Napoléon et les fidèles sont en train de nager littéralement en direction d'un canot qui est ancré là à quelques dizaines de mètres du rivage. Et du canot, l'idée c'est de rejoindre le navire au mouillage. Seulement les gardes nationaux arrivent sur la plage, ils tirent sur les nageurs, 3 conjurés sont tués. Louis-Napoléon est touché d'ailleurs, il est blessé lui-même, il revient comme il peut sur la plage, bien obligé de se constituer prisonnier. Et à 10h moins le quart du matin, le sous-préfet adresse au ministre de l'Intérieur une autre dépêche télégraphique et qui dit « Louis Bonaparte est arrêté. Il vient d'être transféré au château où il sera bien gardé. La conduite de la population, de la garde nationale et de la troupe de ligne a été admirable. » Autant dire que le conjuré n'a pas été du tout suivi dans ses grandes ambitions. Et alors là, cette fois, ça fait beaucoup, si vous voulez. Un coup d'État manqué à Strasbourg, un autre coup d'État complètement raté à Boulogne-sur-Mer. La presse est très négative à l'égard de cette tentative. Même la presse bonapartiste, d'ailleurs. Et la famille Bonaparte ne va pas du tout soutenir le neveu rebelle, pas du tout. On veut même plus entendre parler de lui. Son père le traite même d'écervelé. Alors là, cette fois, Louis-Philippe en a un peu assez quand même. Il est bien décidé à juger Louis-Napoléon et c'est la Chambre des Pairs qui va être constituée en tribunal. C'est vrai que dans cette Chambre des Pairs, inutile de vous dire que Louis-Philippe ayant récupéré beaucoup du personnel de l'Empire, il y a quand même pas mal de gens qui sont des anciens serviteurs du grand Napoléon. Et voici ce que très solennellement va déclarer le neveu pour essayer de se défendre. « Je représente devant vous un principe, une cause, une défaite. Le principe, c'est la souveraineté du peuple, la cause, celle de l'Empire, la défaite, Waterloo. Le principe, vous l'avez reconnu, la cause, vous l'avez servi, la défaite, vous voulez la venger. Représentant d'une cause politique, je ne puis accepter comme juge de mes volontés et de mes actes une juridiction politique dans la lutte qui s'ouvre. Il n'y a qu'un vainqueur et un vaincu. Si vous êtes les hommes du vainqueur, je n'ai pas de justice à attendre de vous et je ne veux pas de votre générosité. » Il va quand même être condamné à la prison à perpétuité. C'est la détention, vous savez, dans cette forteresse de Ham, dans ce fort terrible dans la Somme. En réalité, vous savez qu'il n'y passera que 6 ans avant de s'échapper déguisé en ouvrier. C'est l'affaire de Badinguet. Et puis, il y aura la révolution de février 48 et les élections présidentielles de décembre 48, grâce auquel Louis-Napoléon sera finalement élu par les Français président de la République. Vous écoutez Radio Classique.